Bonjour, bienvenue sur Résumar. Ici, on te fait vite fait les résumés de tes séries préférées. Donc abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater et partage la vidéo pour nous soutenir. Merci, ça nous fait plaisir. Let's go! L'épisode commence par un rappel. Peggy Carter apparaît dans des extraits de Captain America, The First Avenger, où elle travaillait avec Steve Rogers pendant la guerre. Puis on la retrouve en 1946, à New York, après la fin du conflit mondial. Steve est mort, et Peggy tente de reprendre une vie normale tout en travaillant pour la SSR, Strategic Scientific Reserve, une agence gouvernementale. Au bureau, elle est entourée d'agents masculins qui la sous-estiment constamment. Bien qu'elle soit extrêmement compétente et expérimentée, ses collègues la relèguent souvent à des tâches administratives comme taper à la machine, préparer le café ou répondre au téléphone. L'agent Jack Thompson la sous-estime beaucoup, par contre l'agent Daniel Souza plus respectueux avec elle. Peggy, malgré tout, reste digne et supporte ses humiliations. La vie de Peggy change quand Howard Stark, l'inventeur et allié de la guerre, est accusé d'avoir vendu des armes secrètes au marché noir. Le gouvernement le considère comme un traître et ouvre une enquête. Mais Stark, en fuite, demande l'aide de Peggy. Un soir, Howard Stark apparaît clandestinement et explique qu'on lui a volé des inventions dangereuses. Il lui confie la mission de retrouver ses armes avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Il lui présente aussi son majordome, Edwin Jarvis, qui deviendra son allié discret. Première mission, retrouver la nitramène disparue, l'explosif très extrêmement dangereux. Peggy commence sa mission secrète. Elle mène sa propre enquête sans en informer la SSR, car ses supérieurs ne la prendraient même pas au sérieux. Peggy infiltre un club de nuit tenu par des criminels, déguisés et rusés sans se faire remarquer. Elle parvient à obtenir des informations et récupérer un cylindre contenant la nitramène. Mais au même moment, elle croise un homme mystérieux. Peggy réussit à se défendre et à s'échapper, mais elle réalise le danger de sa mission. Arrivée à la maison, elle finit par ouvrir le cylindre et sortir le petit tuyau contenant une lumière, avec de la fumée qu'elle finit par éteindre. Peggy partage son appartement avec une colocataire, Colleen O'Brien, une jeune femme aimable qui la soutient dans son quotidien. Mais lorsque Peggy ramène le cylindre de nitramène, l'assassin mystérieux retrouve sa trace et pénètre dans l'appartement. Pensant trouver Peggy, il tue froidement Colleen, qui se trouvait là. Ce moment choque profondément Peggy. Elle finit par se débarrasser de l'assassin qui a une cicatrice au cou. Sa vie secrète vient d'avoir une conséquence tragique sur une innocente. Cela renforce son sentiment de culpabilité et sa détermination à arrêter les coupables. Peggy montre alors à Jarvis ce qu'elle a trouvé dans le cylindre. Celui-ci lui propose d'aller voir un docteur. Avec Jarvis, Peggy continue à enquêter et découvre un laboratoire secret appelé Roxxon où l'on fabrique des armes à partir de la nitramène. Elle y trouve plusieurs cylindres prêts à exploser. Alors qu'elle tente de neutraliser la menace, l'un des hommes cicatrisés jette un cylindre par terre, ce qui provoque des fumées et cause une explosion. Peggy doit improviser. Elle court en demandant à Jarvis de venir le prendre et ils finissent par esquiver par justesse à l'explosion. Pendant ce temps, à la SSR, ses collègues poursuivent leur enquête officielle sur Stark. Ils n'ont aucune idée que Peggy mène déjà la véritable chasse aux armes volées. Ils apprennent que l'usine Roxxon vient d'être explosée. Après avoir perdu sa colocataire, Peggy veut changer d'endroit pour s'éloigner de l'ennemi. Elle va voir son amie Indy qui est serveuse dans un cafétéria. Celle-ci remarque qu'elle cherche un appartement et elle lui demande « Est-ce qu'elle veut déménager ?» Peggy lui dit oui, qu'elle a perdu sa colocataire. Indy lui propose alors de venir loger à côté d'elle pour être sa voisine. Mais Peggy dit qu'elle a un rendez-vous avec un ami pour visiter un appartement. Elle va voir Edwin Jarvis, qui lui montre un beau manoir. Celui-ci lui décrit les meubles. Mais Peggy refuse de rester pour éviter qu'on découvre qu'elle a des liens avec Stark, jusqu'à ce que Edwin Jarvis lui montre la chambre à coucher qui est magnifique. Peggy répond alors qu'elle va peut-être passer une nuit. Peggy se déguise en rose et arrive chez les Daisy Clover pour tenter de localiser la voiture qui transporte le nitramène. Arrivée là-bas, elle se présente au contremaître en tant que la représentante du service d'hygiène de New York. Elle lui dit qu'elle a reçu 15 plaintes à son sujet concernant les infractions à l'article 42-33 du Code de la santé publique relative au transport des produits laitiers. Le contremaître répond « Les plaintes de la part de qui ?» Peggy lui répond « De moi pour commencer. J'ai un ordre du tribunal qui m'autorise à inspecter tous vos camions de transport. Si je trouve du lait à la place du fromage, vous me sentirez. » Elle finit par vérifier les camions et utiliser la machine qui détecte les radiations Vita.
mais elle n'a rien trouvé. Elle remarque qu'il manque un camion. Donc elle demande au contremaître. Celui-ci lui dit qu'il est avec un de ses gars appelé Sheldon McField, qui est malade. Peggy récupère l'adresse et le nom du gars, puis elle s'en va. Au même moment, les agents de la SSR se rendent sur un lieu où ils observent les ferrailles du laboratoire Roxxon qui a implosé à cause de la nitramène. Le chef Roger Dooley mène l'enquête, accompagné de Jack Thompson et Grace Winsky. Le chef Roger Dooley et Thompson partent et laissent Grace Winsky de se charger du tas de ferrailles de l'usine démolie. Peggy appelle Jarvis et lui demande de se débarrasser de la voiture de Howard, qui a été endommagée lors de l'explosion, en lui disant que la SSR est partie chez Roxxon pour faire des recherches en ce moment même. Thompson et Roger se rendent chez M. Jones, le PDG de la raffinerie Roxxon, pour savoir ce qu'il y a eu entre lui et Stark. Celui-ci leur fait comprendre que Stark travaillait sur une formule de nitramène moléculaire, un composé chimique capable de produire de terribles explosions. Ça a probablement rapport avec son travail sur les radiations Vita. Au bureau, Peggy tente de se débarrasser des photos, mais elle ne réussit pas à ouvrir le tiroir dans lequel l'agent Souza les a posées. Chez M. Jones, dans la raffinerie Roxxon, Peggy a été invitée. Avec son collègue agent Thompson, ils testent les employés de l'usine. Ils arrivent à arrêter un homme qui était proche des radiations Vita lors de l'explosion. Peggy joue un rôle très important dans son arrestation. Bien avant Peggy, elle-même s'est débarrassée de tout ce qui peut être testé positif aux radiations Vita sur son corps, notamment sa montre. L'homme arrêté est soumis à une séance d'interrogation. Il ne donne aucune information concrète. Par après, il se fait malmener. Peggy, accompagnée de M. Jarvis, arrive sur un lieu. Peggy sort de la voiture, se dirige vers un camion garé. Elle l'ouvre et découvre les cylindres explosifs. Elle entre dans la chambre, trouve un homme, en l'occurrence Sheldon McPhee, et ils se battent. C'est dans sa maison qu'est retrouvée la voiture remplie d'explosifs. Elle l'attache. Elle remarque la présence d'un homme. Elle court et l'arrête. C'est l'homme avec la cicatrice au cou. Elle l'interroge sur les inventions de M. Stark, mais il ne donne pas de réponse concrète. Pendant ce temps, M. McPhee disparaît. Peggy, Jarvis et l'homme avec la cicatrice, M. Branis, partent pour Manhattan. Soudain, un homme tombe sur le toit de la voiture dans laquelle ils sont. Les coups de feu partent dans tous les sens. De son côté, McPhee est arrêté par l'agent Thompson et son patron. Il lui pose certaines questions. Peggy se bat avec l'homme qui est descendu sur le toit de la voiture. Jarvis tente de sauver les cylindres pour qu'ils ne tombent pas, mais un finit par tomber. La situation devient compliquée. Peggy se bat avec l'homme qui est tombé sur le toit de la voiture. Elle demande ensuite à Jarvis de sauter de la voiture, en attrapant avec lui l'homme à la cicatrice au cou, M. Branis. Il exécute, il tombe. Peggy crucifie sur le toit avec un couteau l'homme qui est tombé sur le toit de la voiture. Après s'est battue avec lui. Elle tombe aussi et laisse la voiture tomber dans une rivière, et ça crée une énorme explosion. Thompson et son chef, présents dans la zone, observent l'explosion. Ils se précipitent pour aller voir ce qui se passe. Peggy demande à Branis où ils ont caché les armes volées à M. Stark. Branis, l'homme avec la cicatrice au cou mourant, tente de communiquer avec Peggy. Comme il est incapable de parler, il dessine un symbole étrange dans le sable avant de mourir. Ce symbole, incompréhensible pour Peggy sur le moment, représente une organisation secrète encore plus vaste derrière le vol des armes de Stark. L'équipe de Thompson arrive sur les lieux, analyse l'endroit, soupçonne la présence d'une femme sur les lieux avant l'accident. Après l'accident, Peggy se fait soigner par M. Jarvis. Peggy part après visiter sa nouvelle boîte téléphonique. La gérante lui donne des instructions sur comment y vivre. Aussi, elle cherche à savoir combien de temps elle compte travailler pour la compagnie, ce que Peggy répond avec beaucoup de douceur, en disant jusqu'à ce qu'elle se marie. Au bureau Thompson, Souza et leur patron cherchent toujours à identifier la blonde qui était présente lors de la soirée où Peggy était partie récupérer le nitramène. Dans les débris de l'usine de Roxxon pulvérisée, un collègue de Thompson, M. Grace-Winsky, qui s'occupe de les trier pour trouver une piste sous le commandement du chef, découvre une plaque de voiture, en l'occurrence, celle que Peggy et Jarvis avaient utilisée avant l'explosion. L'épisode reprend peu après la mort de Leet Branis et la destruction du camion rempli de cylindres de nitramène. Peggy est troublée par les événements. Elle n'a pas pu sauver Branis, et le seul indice qu'il a laissé derrière lui est ce symbole étrange dessiné dans le sable. Elle sait que ce signe est la clé pour comprendre qui tire les ficelles. Dans sa nouvelle résidence, les hommes ne sont pas autorisés à venir les voir. Un homme se trompant de chambre tombe sur Peggy. Il veut aller voir sa copine, demandant à Peggy de le laisser passer chez elle pour y aller. Mais Peggy refuse qu'elle passe par sa chambre pour aller la voir. Sa copine est à l'étage suivant.
Le patron de la SSR, Roger Dooley et Grzezinski, se rendent à l'hôtel là où était logé Leet Branis. Ils vérifient la chambre et trouvent du cash et des passeports, respectivement un passeport britannique du nom d'Alfred Line, un Américain du nom d'Orson Hawks et un Portoricain au nom de Federico Roslin. Ils découvrent aussi la présence de la machine à écrire qu'utilisait M. Branis. Dans la résidence où Peggy est logée, une fille se fait renvoyer, en l'occurrence, la fille chez qui l'homme qui s'est trompé de chambre en se retrouvant à la fenêtre de Peggy est venu. L'agent Souza a localisé le propriétaire de la voiture, à qui appartient la plaque d'immatriculation retrouvée dans les débris des ferrailles dans l'explosion de la raffinerie Rawson. La voiture appartient à M. Stark. Il informe ses collègues et leur patron. L'agent Souza dit « Monsieur Stark avait mis les voiles, c'est-à-dire s'est échappé ». Alors le boss Roger Dooley dit qu'il y avait bien quelqu'un au volant. Donc il cherche à savoir qui était au volant de la voiture. Peggy va voir Monsieur Jarvis et lui dit que sa propriétaire lui a suggéré une idée. Elle dit alors « Si elle savait comment le cambrioleur a accédé et vidé le coffre impénétrable de Monsieur Howard Stark, elle pouvait peut-être remonter sa trace et retrouver les prototypes disparus. » Jarvis lui dit que le voleur n'est pas ressorti exactement par la porte d'entrée. Peggy lui demande la nuit du cambriolage, est-ce qu'ils ont entendu quelque chose ? Eh bien non, dit Monsieur Jarvis. Au même moment, l'agent Souza et Thompson viennent cogner à la porte de Monsieur Jarvis. Peggy se cache, Monsieur Jarvis va ouvrir la porte. Jarvis demande aux agents ce qu'ils sont venus chercher. Il l'informe qu'ils ont trouvé un pare-choc qu'il appartient sur une scène de crime, donc de les accompagner au poste de police. Arrivé au poste de la SSR, Monsieur Jarvis se fait interroger. Au même moment, Peggy présente joue à la sournoise en demandant que c'est pas le majordome de Monsieur Stark. Roger lui demande « Est-ce ce qu'elle la connaît ?» Peggy dit qu'elle a lu le rapport. Peggy demande alors au patron s'il croit vraiment qu'il est impliqué dans l'explosion de la raffinerie Rawson. Le boss lui répond « Il n'a peut-être pas posé la bombe, mais il a pu faire office de chauffeur. » Thompson continue d'interroger Monsieur Jarvis en lui montrant 2 photos de 2 individus qui ont volé les fabrications de Monsieur Stark, en lui disant qu'ils sont tous les 2 morts. Content, Jarvis joue la comédie en lui disant qu'ils ont trouvé leur voleur en tout cas. Thompson lui dit qu'il sait ce qu'il va faire s'il a perdu le pare-choc de sa voiture sur une scène de crime. « Je signalerai le vol du véhicule. » Jarvis dit s'il insinue que Monsieur Stark fera un truc pareil. Thompson lui jette les photos en lui disant qu'il insinue que c'est lui, que c'est pas Monsieur Stark, qu'il est en cavale. Jarvis reprend. Il est aussi totalement innocent. Thompson dit alors qu'il comprend son recrutement. Il est posé, intelligent et extrêmement loyal. Pour cela, Thompson est obligé de le menacer qu'ils seront expulsés du pays. Il lui dit qu'il va devoir dire ça à sa femme et lui demande comment il va le lui dire. Thompson l'oblige à appeler sa femme, lui-même va lui dire. Jarvis, nerveux, dit de laisser sa femme en dehors de ces histoires. Thompson lui dit qu'il l'a entraînée dedans avec son patron en enfreignant la loi. Vous payez. Elle paye. Peggy, qui était présente dans la salle d'interrogation, part pour aller chercher un dossier et l'amener à son boss, juste pour perturber la séance en les déconcentrant, pour éviter qu'on coince Jarvis et soutirer plus d'informations. Arrivée, elle demande à Chef Dooley qu'il faut son signature et que ça ne peut pas attendre. Il finit par signer. Thompson laisse Jarvis un moment. Il se voit, agent Thompson, Chef Dooley, et agent Souza. Il félicite agent Thompson pour son taf qu'il est en train de faire, en lui disant que Monsieur Jarvis finira par donner des informations concernant Monsieur Stark. Chef Dooley dit à Thompson que c'est sa femme le point faible de Jarvis. Peggy qui apparaît soudain quand Thompson voulait présenter le chef Dooley à Jarvis après les avoir écoutés. Elle dit au chef qu'elle a peur d'avoir pris par erreur le signalement de la voiture. En ce moment, Monsieur Jarvis se sent en confiance et se lève en disant avant de procéder à son arrestation, il va devoir se permettre de prendre son congé. Et s'ils veulent souhaiter approfondir un détail, de ne pas hésiter de contacter l'un des avocats de Monsieur Stark. Au bureau du chef Roger Dooley, Peggy subit un châtiment verbal du chef, mais pour elle, le coup est bien joué et réussi. Arrivée à la résidence, Indy, l'amie de l'agent Carter, vient la voir dans sa chambre en lui demandant de lui raconter sa journée. Mais Peggy dit qu'elle est fatiguée. À sa sortie de la chambre de Carter, Indy et Carter se retrouvent en face de la chef de la résidence avec une fille en leur disant que c'est leur nouvelle voisine qui se nomme Underwood. La présentation se fait rapidement et elles se séparent. Arrivée dans les égouts où le voleur est passé pour voler, Peggy demande à Jarvis de lui dire la vérité sur son passé. Jarvis lui dit, avant la guerre, qu'il était au service d'un général et qu'il voyageait beaucoup. Et qu'ils étaient à Budapest quand il a rencontré sa femme Anna qui est juive. Le général détenait plusieurs sauf-conduits. C'est un document qui accorde de se déplacer librement d'un lieu à un autre sans crainte de se faire arrêter, notamment en temps de guerre ou dans les contextes diplomatiques. Dans son coffre,
Un seul aurait assuré sa sécurité, mais il a refusé de signer. « Vous l'avez fait à sa place », dit Peggy. Jarvis dit d'où le renvoi pour manquement à l'honneur. Peggy lui demande comment elle a pu quitter le territoire, en parlant de sa femme, Anna. Jarvis dit comme lui, il a évité la pendaison. Peggy lui demande par rapport à M. Howard Stark. Par rapport à M. Stark, Jarvis lui dit qu'il avait un contentieux avec le général et ils sont toujours entendus. Quand il a appris de mon erreur, il a utilisé son influence. Anna sait ce que Stark a fait pour vous, mais elle ne sait pas ce que vous faites pour lui, dit Peggy à Jarvis. Ces derniers temps, non, répond Jarvis à Peggy. Arrivé à la sortie de l'égout, Peggy voit le symbole que M. Branis avait dessiné dans le sable lors de l'explosion avant de mourir. Jarvis et Peggy rentrent dans une chambre où il y a les inventions volées de M. Stark. Peggy suggère d'alerter les autorités. Par contre, Jarvis refuse. Jarvis la raisonne en lui demandant si elle va à police, comment elle va signaler les objets retrouvés. Agent Carter, comment avez-vous découvert les objets volés? Peggy répond. Leet Branis m'a indiqué leur cachette. Jarvis reprend. Comment avez-vous entré en contact avec Leet Branis? Peggy répond. J'ai mené ma propre enquête privée avec l'aide d'Howard Stark. Jarvis reprend. Quelle est la nature de vos relations avec lui? L'avez-vous revu depuis sa disparition? Est-ce que vous collaborez avec Howard Stark, un traître à la nation? Sur ce, Jarvis lui dit de ne pas aller signaler cela, que ça peut empirer la situation. Peggy, consciencieuse, finit par accepter et dit à Jarvis de les appeler, mais en le mettant en garde qu'ils connaissent déjà sa voix. Jarvis signale enfin les objets volés retrouvés à la SSR. Peggy se fait attaquer dans la chambre par un monsieur. Ils se battent jusqu'à ce que Jarvis débarque pour porter son aide à Carter. Ils assomment le monsieur. Au même moment, la SSR débarque sur le lieu. Peggy et Jarvis se retirent pour éviter d'être remarqués. L'agent Souza et Grayswinski, sur le lieu, rentrent dans la chambre et trouvent les objets avec l'homme assommé. L'homme assommé est Jérôme Zando. Grayswinski, qui conduit Zando au poste pour un interrogatoire, se fait tuer. Jérôme Zando aussi est tué pour éviter de révéler des informations. Au bureau, Peggy tombe dans une atmosphère de tristesse et apprend la mort de l'agent Grayswinski. Souza, furieux, dit qu'il va trouver le salopard qui les a appelés pour signaler d'avoir retrouvé les objets volés. Roger Dooley, le chef, dit à ses agents qu'il faut qu'ils sachent que c'est Howard Stark, le traître, qui les a mis dans cette situation pénible et qu'il ne faut pas qu'ils l'oublient. Peggy va voir son amie Indy et essaie de lui raconter sa journée pour se soulager. Indy l'écoute et apporte son soutien. Elle la réconforte. Howard Stark, toujours considéré comme fugitif par la SSR, réapparaît en secret, lors d'une négociation où Jarvis et Peggy ont réussi à gagner. Dans la voiture, Peggy demande à Howard pourquoi il est revenu à New York en prenant le risque d'être repéré par toutes les agences qui le recherchent. Stark dit qu'il les expliquerait toutes une fois qu'ils le conduisent dans son appartement. Toujours dans la voiture, Peggy lui fait savoir qu'à cause de son amusement, son collègue agent Grayswinski a été tué. Howard Stark répond en disant qu'il ne s'amuse pas. Ils finissent par arriver là où est logée Peggy, dans la résidence Griffith. Peggy et Stark pénètrent dans le bâtiment. Peggy cache Howard pour éviter qu'on la retrouve. Au bureau, le chef Roger Dooley montre le rapport officiel de la bataille de Finao. Thompson demande à son chef que pensent les laborantins de la machine à écrire récupérée dans la chambre de M. Branis. Le chef Roger Dooley répond que, d'après eux, ça envoie des signaux dans les deux sens, mais on ignore où. Thompson dit peut-être qu'il est temps d'envoyer un message à l'ennemi. Arrivé à Griffith, Stark a été caché dans un truc, pour éviter que la concierge la retrouve. Après le départ de la concierge, Peggy revient le retrouver, mais il n'est plus dans sa cachette. Peggy l'entend s'amouracher avec une femme dans la chambre à côté. Elle part cogner, Stark sort, et ils partent pour rentrer dans la chambre de Carter. Arrivé dans la chambre, Peggy dit à Stark de lui dire ce qu'il a à lui dire, y compris quand il compte quitter son appartement. Howard répond qu'il part dans 3 jours pour Rio. Il continue en disant avant de partir « Je veux savoir quelle de mes inventions t'as trouvé. » Peggy répond « Pourquoi ?» Howard répond qu'il sait que la SSR a une partie et il veut évaluer ce qui circule encore sur le marché noir. Peggy lui demande avec un air frappé d'étonnement « Pourquoi venir en personne ?» Parce que Jarvis pourrait me demander, dit-elle. Howard reprend en montrant à Peggy un stylo qui prend des photos en lui disant que c'est parce que Jarvis n'avait pas ceci. Ils prennent une photo avec le stylo. « Un appareil photo !» dit Peggy et prend le stylo. Au bureau, l'agent Thompson regroupe ses collègues en leur disant que le chef est absent pour travailler sur le dossier Stark, donc lui, il sera aux commandes avant son retour.
Sous mon commandement, personne se repose, dit-il. L'agent Souza demande à Peggy si elle ne veut pas savoir ce que le commandant Thompson a en stock pour elle. Peggy répond à part la livraison de repas. L'agent Souza voulait aller voir s'il pouvait trouver des empreintes sur l'appel anonyme qu'il avait appelé lors des retrouvailles des outils de Monsieur Stark. Mais le commandant actuel, l'agent Thompson, lui refuse et lui dit de jouer le rôle de Grzywinski. Peggy va au laboratoire de la SSR pour demander aux laborantins ce qu'elle peut les amener comme repas sous l'ordre du commandant Thompson. Dans le laboratoire, Ed joue un jeu avec le chef du laboratoire pour pouvoir photographier ce qui est dans le laboratoire avec le stylo caméra qu'elle a récupéré chez Stark. Elle finit de prendre ses photos et elle déserte le labo. L'agent Souza arrive sur le quai où les outils de Stark ont été retrouvés dans une chambre. Il prend les empreintes du téléphone qui l'a appelé, il voit 2 hommes qui jouent aux cartes, il s'approche d'eux et essaie de savoir s'ils ont entendu quelque chose par rapport à la veille ou on les a appelés. Ça tourne mal, il se bagarre avec un gars et il l'arrête. Il l'amène au poste. Arrivé au poste, l'agent Thompson se moque de lui en disant aux autres qu'agent Souza a arrêté Monsieur Stark. Agent Souza interroge le monsieur, mais il ne dit rien. L'agent Thompson fait entendre à l'agent Souza qu'il faut qu'il laisse le gars que c'est un soulard. Stark dit à Peggy que toutes ses inventions sont dans leur labo, le laboratoire de la SSR, et il veut que Peggy récupère une. Il lui montre la photo de ce qu'ils veulent qu'elle récupère en l'expliquant son fonctionnement. Peggy comprend et lui dit, selon l'explication, c'est une invention qui sert à couper la lumière dans toute la ville. Howard dit oui. Peggy lui demande où est le problème alors. Stark lui fait comprendre qu'une fois activée, on ne peut plus la rallumer parce que les installations électriques grillent au passage, c'est ça le problème, et la ville restera dans le noir comme au Moyen-Âge. Peggy demande à Howard comment elle va l'éteindre. Stark répond « C'est pour ça qu'il est revenu », en disant qu'il est le seul à le désactiver. À SSR, l'agent Thompson rentre dans l'interrogatoire où l'agent Souza interroge l'homme qu'il a arrêté, avec une bouteille de whisky avec du pain. L'agent Souza lui dit d'arrêter, que c'est quoi il fait comme ça, que c'est un interrogatoire. L'agent Thompson dit au sujet que s'il raconte ce qu'il a vu près du bateau, il va lui donner le whisky. Celui-ci finit par parler l'agent Thompson, lui laisse alors la nourriture et le whisky. Le chef Roger Doulet, de son côté, rencontre un colonel qui a été à la bataille de Finao et lui demande de lui parler de cette bataille et lui, il va l'aider à se fourvoyer. Peggy, accompagnée de Monsieur Jarvis, se rendent à la SSR pour récupérer l'invention en question sans même savoir qu'ils sont poursuivis. Le colonel parle de la bataille au Doulet en lui disant qu'il n'y a pas eu cette bataille, que c'est plutôt un massacre. Thompson félicite l'agent Souza d'avoir déniché un témoin que personne n'a remarqué. Peggy, arrivée au bureau, rentre dans le laboratoire discrètement et substitue l'invention avec le faux qu'elle a amené. Elle l'ouvre et trouve un tube contenant un liquide rouge dedans. Le monsieur qui les avait suivis a suivi Peggy jusqu'à sa résidence Griffith. Arrivé, Peggy demande à Howard Stark ce qu'il y a dans la fiole. Stark voulait mentir, mais finit par dire la vérité sous la pression de Peggy en disant que c'est le sang de Steve Rogers. Peggy lui donne une gifle. L'homme qui a suivi Peggy a amené les fleurs en demandant à la gérante que c'est pour Peggy qu'il peut aller lui donner, en disant qu'il l'aime. Au moment où la concierge voulait avoir ses informations d'identité, il a disparu et rentré dans l'établissement. Une dispute éclate entre Howard Stark et Peggy. Peggy fait comprendre à Stark qu'elle a eu confiance en lui. Stark s'excuse en l'expliquant qu'on ne gravire pas les échelons en Amérique sans prendre de mauvaises habitudes au passage. Peggy lui demande pourquoi il a récupéré le sang de Steve Rogers. Howard lui dit qu'il était l'un des principaux chercheurs du projet Renaissance, en lui disant qu'11 fioles sont revenues au gouvernement et une seule pour lui. Il demande à Peggy si la SSR savait pour cette fiole. Peggy lui répond pourquoi l'aurait-il pas. Le gouvernement n'en a presque plus, s'ils avaient su pour la mienne, ils m'auraient jamais rendu, dit Stark, en lui faisant comprendre que le sang de Steve peut sauver des vies, malgré qu'il n'ait plus. Peggy, en colère, lui fait comprendre qu'il est un fautif, qu'il fait tout ça pour son intérêt et qu'elle ne veut plus le voir. L'homme qui a suivi Peggy tentait de rentrer dans sa chambre soudaine. Mademoiselle Wood sort et l'élimine. Jarvis, qui tente de s'excuser auprès de l'agent Carter pour le comportement de Monsieur Stark et pour sa complicité d'avoir menti à Peggy. Au bureau, l'agent Souza, toujours concentré sur la femme présente lors de la soirée où Peggy a débarqué pour récupérer le cylindre contenant la nitramène. Le chef Roger Doulet est rentré. L'agent Thompson lui demande
Qu'est-ce qu'il a appris sur Finao? Il répond qu'il y avait des corps réduits en pièces. La question était qui les a tués. Thompson répond ces types en voyant la photo de 2 personnes mortes. Le chef Roger Dooley lui répond que 2 hommes n'en tuent pas des centaines. Et pourquoi sont-ils parmi les morts, à moins qu'ils ont pris l'identité d'hommes vraiment tués? Thompson lui dit que Howard Stark a débarqué 1 heure après que la bataille de Finao n'a pas eu lieu. Le chef Dooley lui dit qu'ils sont au cœur d'une conspiration. L'agent Carter et leur nouvelle colocataire, Madame Dottie Wood, prennent des repas dans le cafétéria où Indy travaille. Soudain, Wood fait tomber le sac de Peggy et vole la clé de sa chambre, sans que Peggy ne s'en rende pas compte. Jarvis qui continue à s'excuser auprès d'agent Carter, mais ça échoue. Arrivé à la SSR, Peggy remarque que la SSR intercepte un message radiocodé, envoyé avec la machine à écrire mystérieuse qui se tape toute seule. Ce code semble être lié à l'organisation secrète responsable des vols des armes de Stark. Les agents n'arrivent pas à le déchiffrer, mais Peggy, grâce à son expérience de guerre et son entraînement, reconnaît immédiatement le système. C'est un code utilisé par le SOS britannique, Special Operations Executive, qu'elle a appris durant la guerre. Peggy réussit à le traduire et découvre qu'il s'agit d'un signal indiquant une fabrique secrète en Europe de l'Est, liée à cette organisation ennemie. Elle dit qu'on appelle cela masque jetable, ce sont des coordonnées géographiques, elle a déchiffré le code et on retrouve le nom de Stark dedans. Le chef Roger Dooley demande à ce que les agents se rendent à Biélorussie pour lui ramener M. Stark. Carter dit au chef qu'elle ira aussi à Biélorussie en disant que personne n'est plus qualifié pour cette mission qu'elle va aussi. Malgré que Peggy a expliqué au chef Roger Dooley qu'elle est nécessaire pour cette mission parce qu'elle serait là pour les déchiffrer. Les codes, en cas de réception de messages codés. Elle n'a pas été prise pour la mission. Sur le coup, après réflexion, le chef Roger Dooley leur dit d'aller s'équiper pour la mission, y compris Peggy, malgré qu'agent Thompson ne la veut pas dans l'équipe. Peggy qui rentre dans les toilettes des hommes pour se changer. L'agent Souza amène un dossier pour l'agent Thompson. Thompson lui dit qu'il a oublié sa boussole dans casier 42, en disant à l'agent Souza de lui prendre cela, sachant très bien que l'agent Peggy est là-bas. Il croise Peggy, Peggy se tourne vite et il remarque le tatouage sur son dos, ce qui correspond au tatouage au dos de la femme qui était présente à l'autre soirée. L'agent Souza commence à réfléchir et à douter. Peggy part donc avec Jack Thompson et une escouade de soldats. Mais elle a une surprise. Sur place, elle retrouve ses anciens alliés de la guerre, les Howling Commandos, l'escouade de Steve Rogers. Parmi eux, Dum Dum Dugan, qui est ravi de revoir l'agent Carter. Contrairement aux agents de la SSR, eux la respectent totalement pour ses exploits durant la guerre. De son côté, l'agent Souza analyse le dossier d'agent Carter et constate qu'elle a des blessures de balles sur son dos, ce qui correspond aussi avec la femme sur la photo. Il est surpris. Le chef Roger Dooley mène l'enquête. Il demande à un monsieur quel est le rapport entre Stark et la bataille de Finao. L'homme lui dit que Stark était présent pour le nettoyage du massacre. Malgré ce que Stark a fait aujourd'hui, il est l'ennemi numéro 1. Le chef Dooley lui dit qu'ils ont des preuves contre Stark, mais lui il dit qu'il y a quelqu'un qui connaît la vraie version de l'histoire, mais préfère la garder pour soi. L'équipe infiltre un complexe isolé, identifié comme une école, mais qui s'avère être une base d'entraînement. Ils découvrent qu'il s'agit en réalité d'un programme appelé Léviathan, une organisation secrète qui forme de jeunes filles en assassins et agents espions. Les enfants sont entraînés dès leur plus jeune âge, conditionnés pour devenir de redoutables tueuses. C'est le premier aperçu du programme qui formera tristement plus tard la célèbre Black Widow. Peggy et l'équipe réalisent qu'ils sont face à un ennemi bien organisé, international et beaucoup plus dangereux qu'ils ne l'imaginaient. Ils trouvent une fille dans la salle qui poignarde Dum Dum Dugan et court. Peggy et ses agents doivent maintenant mettre plus de prudence dans la mission. Peggy dit qu'ils doivent retrouver celui qui piège Howard. Le chef Roger Dooley va à la rencontre de M. Jarvis pour lui parler de son patron M. Stark et d'un ancien général John Mark Guinness, en lui disant qu'ils ont échangé des coups de poing sur un champ de bataille en 1944, en lui demandant s'il sait quelque chose à propos. Jarvis dit qu'il ne sait rien à propos de ça. Le chef Roger Dooley lui donne son numéro de données à Stark qu'il veut entendre la vérité. Madame Wood rentre dans la chambre de Peggy, fouille là-dedans et ressort. Alors qu'ils explorent le site, l'équipe tombe dans une embuscade. Des agents de Léviathan attaquent et un combat intense s'engage. Peggy démontre toute sa valeur.
elle se bat avec une efficacité redoutable, sauvant plusieurs soldats. Jack Thompson, d'habitude arrogant et condescendant, est choqué par les compétences de Peggy sur le terrain. Il comprend qu'il l'a sous-estimée depuis le début. L'équipe parvient à neutraliser plusieurs ennemis, mais le Léviathan reste insaisissable. Il récupère cependant un prisonnier qui pourrait fournir des informations cruciales à la SSR. De retour aux États-Unis, Peggy est plus respectée qu'avant. Les Howling Commandos ont vanté ses talents et son leadership. Même Thompson, habituellement froid et méprisant, lui accorde un nouveau respect et admet implicitement qu'elle a prouvé sa valeur. L'agent Souza poursuit en parallèle son enquête à New York. En observant les photos prises lors d'une mission précédente, il remarque que la silhouette d'une femme correspond à celle de Peggy. Il commence à suspecter qu'elle mène une double vie et qu'elle pourrait être impliquée dans les comment affaires il a de Stark. accompli des exploits dans les Le domaines prisonnier, mécaniques. entre parenthèses le docteur qui a été amené de l'Europe, explique comment ils ont été traités en Russie par le Léviathan, l'organisation secrète russe. En parlant, il explique comment le Léviathan a été créé, comment il était si terrifiant. Biologique, Peggy lui demande est dans le domaine humain. En lui disant que c'est ce que cette jeune fille est, parlant de la fille qui les avait agressés en Russie, qui a poignardé Dum Dugan qu'elle était une arme humaine, Peggy essaie de demander plus de questions, mais le chef Dooley interrompt son intervention et lui fait comprendre qu'elle a fait un travail remarquable en Europe dans la mission précédente, mais que ça reste son opération. Mais Peggy, toujours obstinée, fait comprendre à chef Dooley que ça pourrait être une de ses filles formée en Russie qui a pu tuer l'agent Grzezinski parce que l'arme qu'il a tuée est un modèle Russie très petite, adaptée à la main d'une femme. Ça pourrait être aussi l'une d'entre elles qui a volé les inventions de Monsieur Stark, vu qu'il est un coureur de jupons. Il a été manipulé par une de ses filles, envoyée par l'ennemi. Malgré tout ça, le chef Roger Dooley n'a pas pris en considération ce que Peggy a dit. Peggy, malgré son mécontentement contre Monsieur Jarvis et Stark suite à leur non-transparence rencontre Jarvis, et lui explique que la Russie a entraîné des femmes pour opérer sur le sol américain, et qu'ils savent tous les deux que la faiblesse de Monsieur Stark, c'est les femmes, alors elle lui demande la liste de toutes les femmes qu'Howard Stark a diverties au cours des 6 derniers mois. De son côté, l'agent Souza mène toujours son enquête. Il va voir Monsieur Sheldon qui a été frappé, attaché par Peggy dans les épisodes précédents. Souza lui montre la photo de Peggy pour voir si c'est elle qui l'avait frappée. Il confirme que c'est bien elle, qu'elle cherchait Branis, et le Nit ramène. Jarvis et Peggy commencent par mener leur enquête pour localiser les filles avec qui Monsieur Stark a flirté. De son côté, Dottie Underwood élimine un monsieur qui se prend recruteur pour son casting. Après avoir passé chez le bijoutier qui fait de la conception des bracelets pour Monsieur Stark ce qu'il donne à chaque femme avec qui il passe du temps, Peggy conclut que leur espionne doit avoir le bracelet sur son poignet, avec du sang, si sa théorie est vraie, car la fille rencontrée en Russie avait les marques de sang sur son poignet. Jarvis l'accompagne et ils font le tour chez ces femmes. Mène toujours la mission en posant des questions au docteur, mais il n'obtient de réponse concrète. Le docteur commence à jouer avec les émotions du chef Dooley par son observation. Il lui demande qu'il a un problème à la maison. Le chef il a de Dooley la lui dit brosse c'est à pas dents grave. et certains trucs au bureau. Le chef lui dit c'est juste pour certaines des nuits. Mais il finit par découvrir qu'il y a la photo de sa femme tournée pourtant celle de ses enfants bien placés. Il conclut que le chef ne dort plus dans son lit. En même temps, il s'excuse. Dottie Underwood mène aussi sa mission secrète. Jouant au jeu, le docteur fait semblant d'admirer la nature et s'approche de la fenêtre. Dottie lui signale sa présence, puis il lui communique un message codé par la main sans même que le chef Dooley sache. Dottie note le message reçu. Le chef Roger Dooley finit par avouer au docteur sa déception amoureuse sous la pression psychologique qu'il a jouée sur lui. Le docteur explique au chef Dooley qu'il n'a rien perdu, qu'il peut récupérer sa famille, en lui demandant de se concentrer sur les bons moments où sa femme et lui étaient heureux. Le docteur est en train de l'hypnotiser en tournant sa bague au doigt. L'agent Thompson, de son côté, procède à l'arrestation de l'agent Peggy et Monsieur Jarvis. Il lui fait comprendre qu'un témoin l'avait vu avec Monsieur Branis la nuit où il est mort, et il y a une photo d'elle au club de Spider Raymond le soir où il a été éliminé. Mais ça tourne mal pour lui. Peggy l'assomme et s'en va, elle est encore arrêtée par un autre agent, l'agent Souza, mais Peggy finit par partir sans pression. Au bureau, le chef Roger Dooley apprend que Peggy s'est débarrassée des agents de la SSR, envoyés pour l'arrêter. Il demande qu'on fouille partout dans les trains, les gares,
qu'on mette sa photo partout, que maintenant c'est une fugitive qui sera conduite devant la justice. Sous pression, le chef Dooley ordonne à ce que le docteur reste dans un bureau et soit supervisé par un agent. Il utilise son emprise sur l'agent. De son côté, Peggy retourne dans son appartement pour récupérer le sang de Steve Rogers. Au même moment, mais les lui agents fournit de la les portes SSR de sont sortie venus du la bâtiment. chercher. Elle sort par la fenêtre et rentre chez son ami. L'agent qui supervise le docteur se fait aussi hypnotiser et donne des informations importantes au docteur. Le docteur veut qu'il lui amène au labo, mais il refuse. Le docteur lui ordonne de partir dans un bar, de prendre un verre, et après se laisser cogner par une voiture au milieu de la rue. Indy trouve un moyen de sortir de la ville à Peggy. En voulant partir, elle rencontre Dottie dans les escaliers. Dottie, qui avait mis les rouges à lèvres que Peggy avait préparés, est mis pour aller voir le monsieur chez qui elle a récupéré le nitramène dans le club, l'embrasse. Peggy perd connaissance et tombe. Mais avant de tomber, elle voit le signe du sang sur son poignet. Peggy se fait arrêter par les agents de la SSR qui sont toujours dans le bâtiment. Après cela, Dottie s'est échappée du bâtiment. Peggy est amenée à la SSR pour passer à l'interrogatoire.